Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. La 14e journée de Top 14 s'est terminée ce dimanche soir avec la victoire de Clermont d'un petit point en Bretagne face à Vannes. Avec moi sur le plateau pour débriefer ce week-end rugby, Simon Valzer, Tristan Fayeur. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut Vincent, salut à tout le monde. Quelle émotion. Ashraf en régie et Yanis notamment, on le salue, qui est actuellement à la rédaction, qui je pense nous écoute peut-être. Bien sûr. Exactement. Il nous écoute. Il est toujours parmi nous. Donc du coup messieurs, on va parler bien évidemment de la 14e journée de Top 14 et on commence traditionnellement avec le match du dimanche soir. Vous le voyez sur votre écran, Clermont l'a emporté à Vannes 20-19. Alors bon, c'était pas le match de l'année, les Bretons ont bien commencé, mais un peu comme ces derniers temps, ils ont du mal à tenir la distance. Les Clermontois sont passés devant, ont tenu et au final c'est une victoire importante pour l'ASM qui est restée sur 3 défaites de suite. Toute compétition confondue avec celle au Leinster en Champions Cup, mais victoire importante et on a l'impression que ce sont ces victoires qui vont permettre à l'ASM de vraiment viser le top 6 et de s'y installer pérennement. Ouais, on l'a entendu à la fin du match, on a entendu le manager de Clermont, Christophe Furieux, qui a dit que vraiment cette victoire faisait du bien. Certes, elle est courte comme tu l'as dit, elle n'est pas esthétique, elle n'est pas très large, mais on l'a vu, et c'est assez rare pour être noté, on l'a vu exulter à la fin du match. Christophe Furieux, c'est moi pour bien le connaître, je vois qu'il est toujours assez mesuré. Mais on sent que lui et je pense son équipe, au cours des dernières semaines, ils avaient engrangé pas mal de frustration. Et voilà, il s'agirait surtout pas de laisser partir le train devant. Donc ouais, cette victoire va leur faire du bien comptablement. Là, ils repartent sur autre chose avec la Coupe d'Europe. Donc je pense que c'est une très très bonne victoire et c'était pas facile de l'accrocher. Il y avait aussi l'envie de suite effacer la défaite contre Montpellier. Au Michelin, on sait que Clermont compte énormément sur l'appui de son public et ses victoires à domicile. Cette défaite contre Montpellier est d'une certaine manière un peu effacée, au moins de manière comptable avec cette victoire à Vannes. Oui, Christophe Furieux l'avait dit dans la semaine. Baptiste Jonot, je crois, l'a redit à la fin du match. Ça leur tenait vraiment à cœur cette défaite contre Montpellier. Ils l'avaient vraiment pas digéré du tout. Ça leur tenait vraiment à cœur de rebondir. La manière n'y est pas vraiment, on va pas se mentir. Je crois qu'il y a 16 fautes, ou 16 ou 17 fautes. Un jeu assez minimaliste. Mais le problème, c'est que ces matchs-là, un peu taille-taille, etc., souvent, alors là, il y a des fautes, donc ça pouvait jouer contre eux, mais souvent, c'est pour Clermont. C'est une équipe qui est très besogneuse, qui lâche pas, qui sait tenir ses matchs fermés, etc., et sait les jouer. Ils l'ont montré ce soir, même si Vannes, on sait que c'est pas la grande forme depuis le début de la saison. Mais ce soir, voilà, Clermont a su gagner un match important qui comptera pour leur top 6 évidemment, parce que beaucoup d'équipes vont probablement aller faire des coups à Vannes. Donc eux ont réussi à le faire. Il y a quelques individualités à sortir, on a fait les notes ensemble. Voilà, je trouve que Baptiste Jonot a fait un match plutôt intéressant. Anthony Bello aussi, côté Vanté, t'as mis Maxime Lafage. Voilà, c'était les ouvreurs et la charnière parce que c'était un match de gestion. Donc pour moi les notes qu'on a mis sont, enfin du moins les tops qu'on a mis sont plutôt logiques au vu de la physionomie du match. Et j'ai oublié quelque chose. Comme on a fait penser dans le chat, c'est quand même meilleurs vœux quand même pour 2025. Bien sûr. On ne sait pas souhaiter les vœux. Mais c'est la première de 2025. C'est trop gros. On est trop vrai. Nous, on est concentrés, Vannes Clermont. C'était il y a tellement longtemps, là, le premier de l'an. On a déjà fait 4 matchs. On a fait des pages et des pages, des kilomètres d'articles là sur. Non, mais c'est vrai. Donc bonne année, évidemment. Bien sûr, meilleurs vœux. Voilà, je m'en veux d'avoir oublié, mais c'est comme ça. Des bonus offensifs pour tout le monde. Et des belles troisième mi-temps. Voilà. Et on leur souhaite des victoires pour Vannes, parce qu'on a parlé de Clermont, mais l'Éventé, alors il y avait eu la défaite déjà à l'époque contre Bordeaux, un scénario fou à domicile, tu gagnes de 28 points, tu perds. Celle-là aussi contre Clermont, on a l'impression qu'elle met un nouveau coup sur la tête d'Éventé, alors on a l'impression de dire ça chaque semaine, mais quand même celle-là, tu mènes au score, tu débutes bien, tu perds d'un petit point, tu as plusieurs balles de match à la fin, dans les dernières minutes, et ça sourit pas. Alors il y a un petit bonus défensif, mais tu savais, il y a la réception de Clermont. Dans 3 semaines, il y a la réception du Stade Français qui est au plus mal actuellement. Ah oui, là, ça va être le vrai match. Ces 2 réceptions, tu te disais, ça peut vraiment laisser de l'espoir. Et au final, c'est un nouveau coup sur la tête. Tu as l'impression que les Vantais sont déjà distancés.
Et c'est très dommage parce que après, si on juge, alors ça vaut rien, mais si on juge sur la qualité du rugby proposé, c'est un peu la note esthétique, on va dire. On se souvient de on a vu cette très belle entame des Vantais qui proposaient du jeu, qui arrivaient lancés dans les intervalles, des replacements très dynamiques. On les a vus aussi dominer vraiment très fort les Clermontois en mêlée. Donc clairement, il y a des qualités dans cette équipe vantaise. Voilà, elle n'est pas du tout larguée, quoi. Alors c'est vrai qu'après au classement, maintenant, il y a un gap qui s'est créé, mais c'est d'autant plus frustrant pour eux, parce qu'on voit qu'ils sont, ils ont le rythme du haut niveau. Le plus difficile, c'est de garder ce rythme, d'avoir cette constance, de ne pas laisser les points facilement, mais c'est vrai que ce top 14 est impitoyable, et moi je serais très curieux du rendez-vous, comme tu disais, dans 2 semaines, quoi. Voilà, Stade Français. Là, quand on voit ce qu'on produit, les Parisiens, on va en parler. Quand on voit ce qu'ont produit les Parisiens sur leur pelouse face à l'UBB, bon, l'UBB c'est un super adversaire, bien sûr. Mais même ce que produit le Stade Français depuis plusieurs semaines, je suis pas sûr qu'ils arriveront avec le statut de favori à Vannes. Oui, mais voilà, avec cette victoire, s'ils avaient gagné contre Clermont, ils seraient venus à 4 points de Paris. Il y aurait eu le Vannes Paris avec 4 points de retard. Là, il y en a quand même 7. Bon, comptablement, bien évidemment que c'est pas fini, mais tu te dis, va falloir aller faire un coup à l'extérieur, au moins pour espérer et déjà gagner contre le Stade Français, parce que si dans 3 semaines, on va pas se mentir, si le Stade Français va gagner à Vannes, voilà, je pense que ce sera quasiment fini des espoirs bretons. Simon dit que le Stade Français arrivera peut-être pas favori. Moi, je pense qu'avec cette défaite-là qu'a subi Vannes, ils arrivent peut-être encore plus favoris, parce que du coup, ils vont se déplacer. Alors évidemment, ils auront beaucoup de pression. Mais Vannes a pris un coup sur la tête, on l'a dit, avec cette défaite. Dans la dynamique, ça peut vraiment leur faire mal. Sur le papier, je crois qu'il n'y a pas trop photo si on regarde les deux équipes. J'ai l'impression que Paris est quand même au-dessus. Maintenant, voilà, on sait que c'est quand même catastrophique ce que fait Paris, on va en parler. Mais moi, je pense que quand même Paris s'avancera en favori. Et pour le coup, pour aller dans votre sens, je pense que si Vannes perd contre Paris à la maison, c'est terminé. Ah oui, là, c'est terminé. Et il y a aussi, alors pour finir la parenthèse Vannes, l'efficacité, on en parlait, de ne pas prendre les pénalités tout le match. On sait que même contre Bayonne, j'avais couvert le match. Ils avaient eu, je crois, 7 ou 8 occasions à 5 mètres de la ligne basse qu'ils n'avaient jamais réussi à marquer, ou 1 ou 2 essais. Et là, tu as du mal à comprendre pourquoi ils ne prennent pas les points, surtout quand tu as Maxime Lafage qui est un des meilleurs buteurs du top 14 dans ton équipe. Au-delà de ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais surtout, là où tu peux être inquiet si tu es Jean-Noël Spitzer, c'est te dire, ok, on joue contre une équipe qui fait 16-17 fautes, on manque de réalisme, tu dois marquer beaucoup plus de points sur une équipe qui fait autant de fautes. Bayonne avait déjà fait une vingtaine de fautes à Vannes et avait gagné. Ça prouve que cette équipe arrive à provoquer l'adversaire, à mettre l'adversaire à la faute. Mais si derrière tu concrétises pas, ça sert à rien que... Typiquement, je dis n'importe quoi, tu prends une autre équipe du top 3, top 4, ils font autant de fautes, mais ils en prennent 40. Oui, c'est sûr. Donc en fait, c'est sur moi, là où je rejoins Simon sur ce qu'il disait au début, c'est sur ce manque de peut-être d'expérience en fait, et c'est normal, parce que c'est le très très haut niveau, mais il y a à plusieurs reprises, ils prennent pas les points et on se disait mais pourquoi, enfin, construis ton match, il te reste encore 20-25 minutes, trop de précipitation, trop d'envie de peut-être s'enflammer avec son stade, etc. Et derrière, tu scores pas. Tu te mets dans le doute toi-même et c'est un cercle vicieux où tu n'arrives pas à en sortir. Parce que tu es trop peu précis sur tes pénales touches. On a vu des pénalités hors jeu sur un molle, tout ça, donc tu n'arrives pas à marquer et tu prends pas les points. Donc au final. Mais c'est dommage parce que sur les fondamentaux, il y a vraiment des trucs intéressants. La mêlée vantaise, elle est quand même impressionnante. C'est clairement ce soir, Clermont domine dans aucun secteur. Au final, non. Dans aucun secteur, même en mêlée, ils ont souffert. Non, conquête non. Ils ont commis plus peut-être de le jeu au pied. Dans la gestion stratégique. Voilà, dans la gestion, gestion stratégique en fait. Voilà, mais je veux dire, en rugby pur, j'aime ça que c'est pas de la domination. Tu vois, le demi-heure de jeu, c'est Jono qui se réveille, qui remet tout le monde dans le droit chemin. Il dit bon, on va se réveiller. C'est des coups d'éclat. Et voilà, ce sont des coups d'éclat. Mais tu vois, sur le terrain, t'as pas l'impression. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est ça qui est. Moi, je suis supporter de Vannes, je suis super frustré ce soir. Et même depuis le début de la saison. Quand tu vois les prestations qui sortent, bon, il y a des matchs à oublier, mais. Généralement, à la Rabine, c'est quand même pas trop mal, ça donne envie, t'as envie d'y croire, etc. Et au final, t'es déçu, quoi. T'es frustré, mais tu fais pas de bruit quand les buteurs se préparent. Bah, t'as pas le droit, parce qu'il y a le speaker qui fait. Il y a le speaker qui fait quand même l'image de la soirée. Ça, c'est bien. Ça. Bonnet. Bravo, les Vantais. Ras des yeux. Sourcil, bonnet sourcil. Ça, c'est les valeurs. Bonnet sourcil et un grand le mec, plein micro là. Chut.
Je vais faire ça. À chaque fois, je vous l'ai dit, c'était l'instituteur. Moi, j'ai fait journaliste, mais Parcoursup, j'avais mis speaker à la rabine au départ. Ah bah voilà. Pour faire mais j'ai pas été pris. Mais t'as pas été pris. C'est le monsieur au bonnet. Mais j'ai pas de bonnet assez long pour qu'il m'arrive là, du coup, j'ai pas été pris. Après, juste un dernier truc. On l'embrasse. On l'a eu, il va bien. Donc, sur le réalisme, quand même, on a vu le speaker à leur crédit. Non, pour en revenir au rugby, quand même, parce qu'on va pas dire des saucisses toute la soirée. C'est quand même le concept de l'émission. Si t'aimes pas la ligne éditoriale, on écoute pas. Moi, j'aime bien parler technique quand même. Merde, les gars. Et non, quand même. À mettre à leur crédit, une belle combinaison sur pénalité. Sur pénalité. Celle-là, elle a laissé. Et ça prouve que ça joue, il y a du jeu, il y a des intentions. Mais il manque ce petit truc. En plus. Bon, on va quitter la Bretagne et se diriger vers l'Hérault. Il y a eu un peu plus de sourire. En bus. Un peu plus de sourire après cette 14e journée. Petit jingle d'Ashraf et on parle bien sûr de Montpellier. Et oui, puisque le MHR a signé ce week-end sa 5e victoire de suite, encore une fois, toute compétition confondue avec les 2 en Challenge Cup. Simon était au stade, est revenu. Voilà, il est parmi la première nouvelle. Il est parmi nous. Non, mais Montpellier qui recevait quand même Bayonne, qui n'est pas non plus la pire équipe de ce début de saison. Ah bon. Pas du tout même. 42-10. Bonus offensif de Montpellier qui a fait un début de match tonitruant, qui a pas laissé peu d'espoir à l'aviron bayonnais. 22-0 à la mi-temps. 22-0 à la mi-temps. 22-0 à la mi-temps, c'était vite réglé l'histoire. Les Montpelliérains ont eu un peu peur en deuxième mi-temps, ils l'ont dit quand même. Après, non, mais les Bayonnais se sont réveillés, ils ont fait un vrai bon retour au retour des vestiaires, avec notamment cet essai marqué par Esteban Capilla, qui par ailleurs a fait un très bon match, lequel a été gâché par une faute absolument stupide et terriblement dangereuse sur Auguste Cadeau en fin de match, qui consistait en une prise de la corde à linge en l'air. C'est hyper difficile. On est techniquement, c'est hyper difficile. Très loin du taekwondo quand même là. N'essayez pas chez vous. Voilà, c'est dommage. Auguste Cadeau est retombé de tout son poids sur le dos, un peu la nuque. Bref, en tout cas, il est pas blessé. Mais voilà, c'est une faute vraiment dommageable, quoi, qui a gâché son bilan. Et voilà, donc en tout cas, les Bayonnais ont marqué cet essai. Ils ont marqué aussi une pénalité par Camille Lopez. Ça fait 22-10. Comme disait Tristan, c'est vrai qu'ils sont revenus un peu. Et puis après, voilà, les Montpelliérains ont quand même remis la main sur le ballon. Et ils ont terriblement dominé la ligne d'avantage, notamment en défense. Parce que quand les Bayonnais ont justement eu ces temps forts, on a vu au milieu du terrain des mecs comme Yacouba Camara qui évolue à un niveau stratosphérique en ce moment, et des mecs comme Tyler Duguid vraiment coller des caramels, renvoyer les Bayonnais, et même les très bons porteurs de ballon bayonnais, pourtant il y en a plein, Giovanni Abel-Kufner, Ouzaïr Kassim, tout ça, qui n'ont pas vraiment pu s'exprimer. Le seul qui a tiré son épingle du jeu, c'était Manu Tulagi, avec aussi Esteban Capilla qui a cassé quelques plaquages, mais globalement, voilà, les Montpelliérains les ont mis sous pression. Et les Bayonnais ont fini par céder en fin de match en encaissant 3 nouveaux essais, ce qui nous donne 6 essais marqués quand même. Donc 42 points, c'est voilà. C'est une après le carton rouge de Capilla, il est un peu anecdotique parce qu'il est à la 75e. Le match est déjà fini. Ils prennent juste un essai en plus après le rouge. Le match était déjà fini. Moi je trouve que Montpellier, elle a la bonne gueule d'une équipe qui, alors ça va te plaire que je dise ça, mais une équipe un peu à la Castrade. Voilà, j'allais le dire. Exactement, j'ai pensé à une équipe qui arrive en soum-soum un peu, qui fait pas trop de bruit, qui fait ses matchs, qui fait pas de bruit mais qui finalement colle quand même 40 points à Bayonne, et oui, mais qui est pas spectaculaire. Non, pas spectaculaire, oui, voilà. Mais à des joueurs capables de, un mec comme Stuart Hogg, je te jure que dans la gestion, dans l'occupation, dans la gestion de jeu, mais dans la gestion des coéquipiers aussi, c'est le mec idéal, vraiment. Il a cette capacité à bonifier tout ce qui se fait autour de lui. Simon parlait de Camara aussi, qui est capable de faire de bonnes choses. Des mecs comme Nouchi qui vont aller tchakailler toutes les équipes. Il y a eu des actions qui me déplaisent un peu parce que bon, ils ont rien à faire sur le terrain, mais tu vois, ils se sont embrouillés 2-3 fois tous ensemble, etc. Et les Montpelliérains, ils montraient du caractère. C'est pas du bon caractère, je trouve que c'est pas forcément utile, mais c'est parlant quand même. Ça veut dire que cette équipe, elle en veut. Elle a réussi à retrouver un peu de niaque, etc. Et
Ce Montpellier-là, je sais pas pourquoi, mais il me fait ressentir quelque chose de particulier et je pense que ça peut embêter des équipes. De l'amour, peut-être que non, pas de l'amour, mais de l'amour. Je trouve que ça peut être une des belles surprises et surtout la belle histoire parce qu'il partait de très très loin. Et c'était 13e. C'est surtout que c'est désormais un vrai candidat au top 6. Ouais, bien sûr. Au bout d'un moment, on disait il regarde plus vers le bas. Bon, ça y est, là, on va se dire ils regardent vraiment vers le haut. Ils regarderont vers le bas s'ils enchaînent les défaites. On leur souhaite pas, mais voilà, là pour l'instant, ils regardent vraiment vers le haut et c'est un candidat déclaré au top 6. Les déplace à Toulouse à la prochaine journée. Gros test. Gros test. Après, je crois qu'ils reçoivent Toulon ou un truc comme ça. Donc ça va, le retour va être costaud. Va être dur. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir depuis le début de la saison, c'est que les planètes se sont petit à petit alignées, quoi. On a commencé, le staff était relativement inexpérimenté. Voilà, Johan Codulot a une solide expérience dans le management et tout ça chez les jeunes, mais il n'avait jamais été numéro 1. On a confié l'attaque à Benoît Payot, première expérience. La défense à Geoffrey Doumerou, première expérience. Après, le reste du staff est resté en place et ils sont allés vraiment progressivement. Ils sont attachés à la défense au départ. Ils avaient déjà une bonne conquête. Ils l'ont encore sublimé avec Didier Besse qui fait un sacré boulot au niveau de la mêlée. Antoine Batut qui travaille bien sur la touche. Le tout supervisé par Johan Codulot. Et au final, voilà, une défense, une conquête. L'état d'esprit est revenu. On sent que le staff et les joueurs sont alignés. Comme dit Tristan, ça donne une équipe vraiment chiante à jouer, qui monte fort, qui met les adversaires sous pression. Alors pour l'instant, c'est pas joli, mais là, dans ces conditions actuelles, franchement, ils sont ultra chiants à jouer. Hein. Ils sont hyper complets en fait. Ils sont hyper complets, puis ils lâchent pas. Et petit à petit, on commence à voir quand même des progrès dans le jeu offensif. Il y a ces 6 essais marqués, c'est pas anodin. Il y a des mecs qui commencent derrière à revenir, qui sont très forts, des très bons recrutements. Je pense notamment à Maël Moustin, qui la vraie bonne surprise du recrutement. Le néo-zélandais Josh Moorby qui prend petit à petit ses marques et qui apporte. Il y a Anthony Boutier qui va reprendre la semaine prochaine en Challenge Cup. Donc là, tu peux commencer à avoir un triangle arrière vraiment sympa. Et comme Tristan le disait, Stuart Hogg, à l'ouverture, il t'apporte énormément. Quoi, parce que, comme il le disait, il a une fraîcheur, il a une envie de cadet. Et surtout, il a un bagage technique de dingue, quoi. Voilà, les coups d'envoi, tu vois, ils sont toujours nickel. C'est quand même un super buteur, parce que même s'il fait pas un super score ce week-end, je me souviens plus. Tu vois, sur la dernière transformation qui est complètement en coin à 40 mètres, il la passe. Ça montre que quand même il a une certaine force de caractère. T'as pas sans sélection avec l'Écosse comme ça. Non, mais tu vois, en plus ils perdent Reinhardt tôt dans le match. Quand t'as une charnière Reinhardt-Hogg, déjà ça te cale une équipe. Et ce dont Simon a pas parlé et dont j'ai envie de parler, la mêlée montpelliéraine, elle est quand même impressionnante. Moi, hier notamment, il y a un joueur qui m'a vraiment surpris. Pas surpris parce qu'on connaît son niveau, mais hier il m'a vraiment impressionné, c'est Wilfried Ongpatin. Je l'ai trouvé déjà énormément mêlé. Et dans le jeu, tu sens qu'il a une activité, il est capable de mettre dans l'avancée, il est capable de dominer, de prendre les duels, etc. Et même Erdosio, je trouve que la mêlée montpelliéraine, la conquête plus globalement, c'est très propre, ça laisse pas beaucoup de place au hasard ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup ce qu'ils font et on sait très bien que dans le top 14, dur comme il est, avoir une bonne conquête, ça peut servir. Donc Montpellier a vraiment une équipe assez complète sur tous les plans. Et celui qui est épatant aussi, et on lui a tapé dessus à juste titre au début quand il a fait ses premières apparitions, parce que ça allait pas du tout, c'est Jordan Welezé, quoi. Moi je me souviens, c'est son premier match au Stade Français. Il entre au Stade Français, je sais plus, 6 lancers manqués sur 9, je crois. Il avait le pauvre. Il y a eu du vent. Il a vécu un véritable calvaire. Certains ont crié au flop. Bon, c'était peut-être un peu hâtif comme jugement. Mais c'est une bûche, quoi. En fait, c'est une bûche, tu le vois, c'est un tueur, il est épais, qu'il en peut plus. Et surtout, il fait encore plus, comme disait Tristan, déjà, ses piliers sont performants. Mais avec un mec comme ça, là, avec un maillon comme ça au milieu, c'est un super talonneur de mêlée, quoi. Puis après, en touche, il a pris ses repères avec les sauteurs. Ça va mieux, ils font des trucs simples, mais ça va vite au sol, ça va vite en l'air et tout ça. Il y a des mecs comme Flo Verhaeghe, Nicolas Janse van Rensburg qui sont experts en la matière, donc les ballons, tu les as. Et résultat, ils ont trouvé leur repère, quoi. Donc au final, ça te fait vraiment vraiment une équipe pas facile à jouer.
Donc Montpellier qui sortit des 6 avec Clermont. Oui. Les 6, mais bon, ils sont collés. Ils sont à 2 points. Cette année-là, quand tu regardes tous les changements qu'il y a eu, la nouveauté du staff et tout ça, ils auraient largement signé pour une place de 10e. Hein. Ils sont à 2 points de La Rochelle qui est 6e après sa victoire contre Toulouse et à 4 de Bayonne et Clermont. Donc, le top 6, un top 6, 7, 8, là, il est sérieux. Oui. Et ça commence. Alors, il y a un top 8 qui s'est dégagé parce que Castres est 8e mais à 5 points d'avance sur le Racing. 3 de retard sur Montpellier qui est 7e, donc Castres est un peu entre deux eaux. Mais tu vois, entre Montpellier et le Racing, tu as déjà 8 points, quoi, entre le 7e et le 9e. Donc tu as quand même 2 championnats qui sont en train de se former. Il y a pas... Non, je vais dire une bêtise, il n'y a pas Castres Racing, bien sûr. Si, il y a Racing Castres, prochaine journée top 14. Donc le Racing qui aura l'occasion de revenir. Messieurs, il y a 3 ovations de la rédac dans cette émission. Donc il y a juste le bandeau à changer. Voilà, pour Achraf, on lui évite du boulot. Voilà. Pas de jingle, rien du tout. C'est magique. Voilà, mais je pense que c'est pour ceux qui s'endorment. On fait des économies de jingle parce que ça coûte cher à chaque fois. Oui, parce qu'Achraf, voilà, bouton, il m'a dit c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Je te fais des bandeaux, je te passe ça. Tu m'as compris. Non, mais l'UBB, on va parler de l'UBB puisque c'est aussi une des informations, c'est que l'UBB a pris la tête du top 14. Avec la défaite de Toulouse à La Rochelle, mais c'est surtout que l'UBB a ramené 5 points du Stade Français. Certes, le Stade Français, on en parlera aussi, puisque le jaune bunker, vous allez vite après, ils ont ramené 5 points, mais visiblement, ils l'auraient posé dans une poche à l'entrée du stade, ils avaient juste à les prendre et partir. Parce que... Tenez, bon, on est en retard, mais c'est le secret de Santa. Voilà. Il y a les Parisiens qui vont t'attraper, toi, tu vas voir. Alors, l'UBB, effectivement, l'UBB impressionne encore, puisque, encore une fois, face au Stade Français, il y avait quelques cadres qui n'étaient pas là. Mais quelle que soit l'équipe, depuis plusieurs semaines, ça fonctionne bien. À Bordeaux, ça écrase tout. Là, encore une fois, 46 points marqués. Certes, face à un Stade Français qui a offert beaucoup de points, mais il faut les mettre. Il y a des joueurs qui sont actuellement irrésistibles, comme Louis Bielbiarré. Tout fonctionne bien actuellement à Bordeaux et on ne voit pas comment ça peut... la tendance peut s'inverser en fait. Bah moi je craignais une Maxime Lucu dépendance, ou une Mathieu Jalibert dépendance, tu vois. Et puis c'est bien. Alors là ce coup-là, Lucu était là, mais je suis agréablement surpris de voir que cette équipe maintenant se prend en main sans l'un de ces 2 joueurs, quoi. En l'occurrence Mathieu Jalibert. Et surtout ce qu'il faut reconnaître, on connaissait la qualité de cette ligne offensive girondine, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que maintenant, ils ont vraiment un pack redoutable, quoi. Avec, là, notamment, je pense à Cyril Cazot qui a fait un très très bon match. Coleman. On a vraiment vu plusieurs joueurs. Bentabe Ifuna, de retour à son meilleur niveau. Max Lamotte aussi a fait un bon match et tout ça. Donc, ils ont vraiment un pack de méchants, conquérants, qui pourraient leur permettre de s'imposer à peu près partout, quoi. Puis après, les 3 quarts, là, c'est de la NBA. C'est les SAO, là. Nicolas de Porter, LBB. Romain Buros de retour, qui a marqué pour son retour. Et encore, il n'y avait pas Mathieu Jalibert, Damien Penaud. Et il manquait qui ? Il y aura Moefana aussi. Donc ils en ont encore sous la pénale. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, synthétique. Et puis, encore une fois, forcément, il attire tous les ballons. Louis Bielbiarré, même quand il tape droit devant, 50 mètres devant, et qu'il a 30 mètres de retard, il y a le rebond qui est bon pour lui, et puis l'adversaire qui se trouve complètement et il finit sous les poteaux, donc tout lui réussit, quoi. Bon, vous voulez que je refasse une ode à Louis Bielbiarré? Non, j'en ai peut-être fait 7 à ses émissions. Pas du tout. Moi j'ai déjà dit c'est top 3 meilleurs joueurs du monde actuellement. Et pas 3ème. Donc oui. Le coup de pied qu'il fait, il peut quand même dire merci à Carbonel. Je pense qu'il est pas seul à pouvoir dire merci à Carbonel. Oui. Parce que non, mais sincèrement, c'est trop d'erreurs là. Tu peux pas être. Vous allez dire que je les charge, mais je suis désolé. Sincèrement. Pour le coup là, j'ai noté. T'avais l'impression que c'était le Stade Français a donné le bâton pour se faire battre, mais vraiment. Alors le premier, je vous décrypte un peu les essais vite fait. On va faire le jaune bunker avant. Non, mais le premier essai de Coleman. Le renversement est super bien joué, il n'y a pas forcément d'erreur, il y a un plaquage manqué, mais bon, pour qu'il y ait un essai, il y a un plaquage manqué. C'est bien joué, ouais. Deuxième essai, LBB, coup de pied devant, il y a 2 mecs en couverture, le ballon il fait 2 rebonds, Carbonel il se trompe sur les 2 rebonds. Donc, il est trompé par le rebond. Il arrive de se tromper 2 fois, Tristan. On peut se tromper 2 fois. Louis Bielbiarré, le ballon il retombe dans les bras, non, mais vraiment il a une réussite en ce moment, c'est juste fou. L'essai de Buros, Carbonel fait en avant, derrière ça décale, terminé. Et Iséala monte en pointe complet. Ça arrive de se tromper. Non mais c'est juste. On peut se tromper. Oui, c'est des grosses erreurs du Stade Français.
dont a su profiter l'UBB. Après, bon, l'essai de Barré. Non, c'est pas Barré, c'est de Ward. Barré fait tout sur l'action, donc là, pour le coup, c'est bien joué de la part des Parisiens. Le 5e essai bordelais. On peut revoir la passe de Marchand, s'il vous plaît? La passe de Marchand. Ah oui, c'est pour Huberty qui la récupère. Il envoie une passe, il n'y a personne. Et Huberty, bon, ben, il n'est pas plus con que notre. Il fonce, il prend le ballon. Marchand fait l'effort d'essayer de le rattraper. Bon, il n'y arrive pas, mais au moins il fait l'effort. Ouais. Et le dernier essai, bon, ben, Bielbiarré, voilà. Il a fait sa loi. Il a fait sa loi face à la loi. Je l'ai tenté celle-là, on ne sait jamais. Non, mais là, franchement, il fait un 4 dev de fou furieux. Non, elle est pas bien, elle passe pas. La soirée va être longue. Non, t'inquiète pas. Elle a jamais été aussi. Non, mais voilà, en gros, tout ça pour dire que Bordeaux a très bien joué les coups. Mais on leur a donné. Je pense que Paris peut se mordre les doigts vraiment à la fin du match. Oui. Et j'ose espérer que ce Paris ne fera pas de 16 heures à chaque match. Je pense que pour avoir suivi Carbonel beaucoup de fois à Toulon, etc., j'ai l'impression, je le connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un mec, quand il a de la confiance, qu'on lui accorde de la confiance et qu'il se sent en confiance, il est vraiment très très fort. Mais j'ai juste l'impression que là, il est dans une mauvaise passe. C'est tout. Pourtant, on lui fait confiance, il arrête pas de jouer. Ouais, mais j'ai l'impression que lui-même, c'est comme les buteurs au foot. Quand tu plantes et que tu plantes, t'es en confiance. Et quand tu fais des mauvaises performances, c'est toujours pareil. Tu laisses rebondir le ballon il va pas du tout au bon endroit, donc tu te fais avoir. Non, mais après, il y a des erreurs. Mais après, évidemment, j'enlève absolument rien à Bordeaux, qui est une équipe fabuleuse. Avec ou sans les stars, avec ou sans ses cadres et ses internationaux. Sur Bordeaux, c'est là où tu vois que c'est devenu une équipe, voilà, la profondeur qu'il n'avait pas l'année dernière. Aujourd'hui, le recrutement, il a été fait en conséquence par rapport forcément à la saison dernière. Aujourd'hui, par exemple, pendant les doublons, tu te dis, ils ont vraiment une deuxième équipe. Van Rensburg. Voilà, Van Rensburg, Carbery, Arthur Retière, Enzo Rebier, c'est que des mecs qui restent avec toi pendant le tournoi. Et Arthur Retière fait. Ah oui. Voilà, il n'était pas à Paris, mais il fait une semaine de fou furieux. Carrément. Et ce sont des mecs qui te sont utiles toute la saison, parce que tu les as toute la saison. Et donc forcément, t'en profites. Tu vois, mais Tatafou, par exemple, lui, le Japon, il joue pas pendant le tournoi. Mathieu, Gazzotti, ils pourront pas tous être en équipe de France. Donc tu vas garder une équipe de fou. Ils ont une ossature énormissime et ils ont un effectif global qui est très très... Tu peux faire souffler les mecs parce que en fait, c'est aussi frustrant pour nous quand on a du rugby, mais tu as l'impression que la ligne arrière 5 étoiles, elle est, bon là il y a Jalibert qui est blessé, mais elle est quasiment jamais alignée en fait. Parce que t'as toujours 2-3 mecs qui jouent pas. La ligne arrière, c'est Lucas, Jalibert, Moefana, De Porter, Retière, Penaud, Buros. Non, Bielbiarré, Penaud, Buros. J'ai oublié Bielbiaré. Non mais oui voilà, mais en fait elle est quasiment jamais. Parce que t'as toujours faudrait regarder quand est-ce qu'elle était alignée. T'as toujours 2-3 mecs qui sont en Champions. Oui, en Champions Cup. Mais là elle le sera pas puisque Jalibert a dit qu'il espérait jouer avec Exeter, donc s'il peut jouer, il jouera. Mais tu vois, elle est rarement, mais ça gagne toujours. Ça joue toujours bien. Donc, là, forcément, oui. Là. Donc voilà, ça gagne et c'est premier top 14 après 14. Mais cette équipe-là, tu peux mettre Dupont, mais cette équipe-là, elle peut jouer 15 de France easy. Ah bah oui. Non mais oui, c'est clair. Et d'ailleurs, là, ça va être que. Au tournoi, ça devrait être que Toulousain-Bordelais, vu qu'il n'y a pas Ficou derrière. Ah, derrière, oui, il y a moyen, oui. Et en plus, avec les remplaçants bordelais, parce que remplaçant à l'arrière, ça peut être Buros. Il y aura le Garec. Oui, il y aura le Garec. Titulaire, ça peut être Toulouse-Bordeaux, il y a la ligne arrière. On verra. Liste lundi prochain d'ailleurs. Liste du 15 de France. Autre. Et là, ça va faire plaisir à Tristan. Autre ovation. Castres. Non, Baptiste Serein. Baptiste Serein qui nous sort. Alors là, il y a Toulon qui a gagné le Racing 92. Il y a une très mauvaise nouvelle pendant ce match. Bon, Charles Olivon s'est blessé au genou, on espère que c'est pas trop grave. Forcément. Personne parle de Cédric Bobigny à chaque fois. Si, mais Bobigny, t'as l'impression que c'est moins grave qu'Olivon. Oui, on sait pas, mais c'est quand même coup dur sa sortie aussi. Voilà, c'est coup dur, mais bon, Olivon qui se blesse au genou, bien sûr, ligament croisé redouté, on en saura plus début de semaine. Info middle, non? Non, pas info middle encore. Même s'il est croisé, ça nous connaît. Mais moi, jamais eu. Ah, ça va? Jamais. Pas encore. Non. Non plus. Si, toi, oui. Si, toi. D'accord. Non, mais c'est moi qui vais encore parler de Baptiste Serein, du coup, là? Non, c'est moi. Allez, ce coup-là, je vais quand même en parler après. Non, mais juste pour on sait que une seule action dans ta chambre. Juste pour une seule action. Parce que voilà, on a joué la 6ème minute de jeu à Mayol. Forever. Charles Olivon s'est fait les plus beaux croisés de l'histoire du rugby. L'action est incroyable. Non, mais Baptiste Serein se retrouve avec un ballon un peu qui sort alors qu'il pensait. Voilà, il pensait pas le voir sortir du ruck. Il le voit au sol.
On on a on a 40 mètres, 45 mètres. plus même, non je pense qu'on a 50. Je crois qu'on est à 40. Je crois qu'on est à 50 parce que quand Olivon tombe, il tombe terrain. entre. Je crois qu'il tombe après les 22, donc. Bon, écoute, Baptiste Serein voit un ballon au sol. Voilà. Coup d'œil. Voit un ballon au sol. Et là, il se dit quoi? Je suis un génie. Petit coup de pied rasant. suivre. Je me fais plaquer Chistera. Je suis au soutien de Charles Olivon qui se blesse, donc il L'action tombe de tout seul. Zizek. Je suis au soutien. Et là, qu'est-ce que je fais? Passe au pied, extérieur du pied pour Tuikouvou qui est sur l'aile. Ouais. Rebond parfait. Essai entre les poteaux. Voilà. Bon, je vous donne un plateau en fait. Voilà, vous me incroyable. mettez l'essai et on n'en parle plus. en Merci fait. Baptiste. Merci pour l'ensemble de ton œuvre. Voilà. C'est au Louvre dans 2 semaines. Le mec qui peut arriver à la réception dire j'ai créé tout seul un essai. Voilà Oui. les gars. Oui. Voilà Tuikouvou, tu peux me remercier. J'ai créé ton essai, voilà, tout seul. Si j'avais pas été là, tu l'aurais Je jamais suis marqué. parti d'une page blanche. Incroyable. Ah mais en plus sur vraiment une action, il se passe rien quoi. Non, il se passe Puis rien. là, il a une inspiration de génie. Non, franchement, ouais, c'est vraiment le genre. On va de- faire comme de- s'il de faisait geste, jamais ça ou. Si, mais Ça justement. va, Non, mais parce que bon, j'ai l'impression que. Oui, on il le fait ça tout découvre. le temps, tous les week-ends. Non, mais bon, non, c'est un geste de classe, oui, absolu. Mais on sait, on l'a déjà dit que ton Baptiste, c'est une machine de guerre et que il mérite. Non, mais pour le coup, partir dans le quinze- Non, après pour le coup, le Garec fait un très bon match hier aussi. Tu peux pas. Pour le coup, hier, c'est pas forcément un bon argument. Il y avait un beau duel de demi-mêlée. Non, mais en fait, moi, ce que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ce que j'adore chez ce mec, c'est que il s'en fout en fait. Que ça passe ou que ça passe pas, il tentera tout le temps. Le petit rasant, il l'a fait 1000 fois. Des fois, c'est pas passé. Il est passé pour un peintre et il Moi, s'en fout. Ce qui m'impressionne le plus, c'est presque la Chistera en tombant. Ah ben moi, C'est une Chistera parfaite pour Olivon qui, certes, je pense, l'appelle à l'intérieur. Mais c'est en tombant. moi, ce qui hyper m'impressionne le difficile. plus, c'est la capacité à la vitesse à laquelle il se relève pour récupérer le ballon Pour de. être au soutien d'Olivon. Pour être au soutien sans que le ballon ne tombe. C'est-à-dire qu'il récupère le ballon et la passe n'a pas touché le sol. Rendez-vous compte de la vitesse à laquelle il s'est relevé après la Chistera et la lucidité juste après pour faire la passe au pied. Mais vous êtes fous quoi, c'est quoi On ce est mec? sur un niveau d'admiration. Mais non, hein, mais ça. excuse-moi, c'est compliqué de pas admirer un mec qui fait des essais comme ça. Si t'aimes pas les artistes. Oui, voilà, ne c'est dégoûte notre pas les problème, artistes. Simon. Non, C'est mais pas notre bon. problème si t'aimes pas les artistes. Non, mais rendez. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais. Forcément, oui. il dit que c'est un banger, Protégeons les artistes, j'ai envie de vous dire. Non mais est-ce que voilà, non mais imaginons, t'es supporter, voilà, t'aimes le rugby, t'es neutre. Tu vois des actions comme ça, tu te lèves. Mais tu payes ta place pour Protégeons les la mecs. culture, protégeons la culture. Protégeons les artistes, Ah oui, là. Attends, mais il devrait être remboursé Voilà, par la reviens. sécu sociale, Baptiste Serein, sans déconner. Non mais voilà, on voulait juste revenir sur L'essai cet complètement essai fou, et oui. encore un très L'essai bon match dingue. de Baptiste Serein. Un très bon match du RCT globalement, Oui, qui très s'est bon fait un peu peur sur la fin, mais tu sens qu'il y a quand même une certaine Ah oui, maîtrise, ça se conforte dans cette maîtrise, ça tremble assez peu. C'est assez régulier dans toutes les performances. Comme on le disait, c'est la troisième force du top 14. Oui. Derrière les deux locomotives que sont actuellement Ah, ils sont, l'UBB ouais. et Toulouse. Mais ils arrivent à pas décrocher. T'as l'impression qu'il y a un Oui. tout petit peu moins Oui, de oui. profondeur d'effectif. Mais quand c'est au complet, quand t'as Fanganuku qui revient depuis un mois et qui ne décide apparemment de plus jamais reculer de sa vie, donc à Il gagne partir tous de les là, duels. bon, écoute, écoute, Leicester, il tu a vas dit- te calmer parce qu'il y a des pères de famille en face de toi, il y a des hommes qui ont des contrats, qui ont des CDI. et des jeunes joueurs qui ont des mamans, qui ont Voilà. peur pour eux, tout simplement. Non mais Et, on peut parler aussi de fait de Gaël Dréan, qui Oui, pour voilà, moi, ouais, qui machine de guerre. pour moi a fait des choses. Appelez-le avec les bleus. Merci. Je veux Non, le voir en bleu. non, je veux juste dire, il y a des Donc, gens qui ont Gaël fait moins de Dréan- choses et qui ont été appelés avec les bleus. oui, après, Gaël Dréan, ouf. il y a des contextes, mais oui. Vraiment Oui. super joueur. Oh bah il peut clairement On veut le viser voir en bleu. En une tout place cas, dans il les peut être 42. dans un groupe. Ça, Ouais. oui, Ah oui, franchement, clairement dans les oui, 42. clairement. Il Ouais, peut être clairement dans les 42. Non, mais t'as du monde, tu vois. T'avais pas Villiers qui est en forme là contre le Racing. T'as Tuikouvou qui te met un doublé. Domon qui tient plus que la baraque à l'arrière. Senzel sous-côté, Senzel. Complètement. Voilà, Senzel sous-côté qui fait le boulot. Donc voilà. Senzel, Ça pour moi, fonctionne, je me mouille. Je pense que c'est le joueur le plus sous-coté depuis le début de la saison. Ah. En termes d'attente et de ce qu'il fait, Ah, le gap est fou. non, oui, je trouve que c'est hyper complémentaire avec Fanganuku vu qu'il a. Il met des carreaux, un tracteur il met à des côté. carreaux en permanence. Voilà, non, mais Senzel met des carreaux en permanence. Ouais. Donc voilà, c'était pour toi, Baptiste Serein. Bah non, Écoute, mais il mérite pour le coup. il mérite. Même Canal l'a mis Bien et sûr. c'est du week-end. Bien Ah oui, sûr. forcément. Ah bah si Canal l'a dit, ah bah oui. Alors. Le 5 Canal. D'ailleurs, Canal, sachez qu'on n'oubliera pas le Van Clermont. Mais après, vous faites ce que vous voulez, mais le Van Clermont dimanche soir. Sachez vraiment, Les gars. Pas maison amie. sachez qu'on n'oubliera pas. Bon, et on va repartir à Paris. Hein. Et là, le problème, c'est qu'Ashraf doit mettre un jingle. Alors là, Ashraf, voilà. Aïe. Donc on va lui donner un peu de boulot. Non, mais le Ah, jeune mais on va bunker, c'est reporter forcément du- pour ça. Oh, on va en parler 2 secondes. Oh, parce que Si, là, si, pour à le Paris. coup. Ouais, Mais si, si. on a déjà.
Donc on va parler du Stade Français. On est obligé parce que 13e. Voilà, parce que 13e après 14 journées, parce que 46 points encaissés à domicile. La défaite de Vannes leur fait du bien. La défaite de Vannes leur fait du bien contre Clermont, mais il y a quand même ces 46 points. Certes, en face, c'était l'UBB avec ses artistes, avec un peu de réussite, ok. Mais 46 points, Laurent Labitte l'a dit, il y a un sentiment de honte au Stade Français. Cette défaite va faire très mal à la tête. 13e après 14 journées, au bout d'un moment, il va falloir une réaction. Là, il y a 2 semaines de Champions Cup où le Stade Français est mal parti en plus. Donc là, on a l'impression que le Stade Français prépare déjà le déplacement à Vannes qui sera plus qu'important pour la suite de la saison. Moi, il y a plusieurs trucs qui me questionnent. Déjà, il y a l'engagement de certains joueurs que je trouve qui me laisse vraiment pantois, quoi. Au vu de la situation sportive du club, je comprends pas que certains joueurs ne laissent pas leur peau sur le terrain, quoi. Voilà. À la rigueur, moi j'ai vu Ryan Chapuis dans le match, vraiment un mec qui est arrivé en cadet au Stade Français, qui semble être viscéralement attaché à son club, mais j'en vois pas beaucoup qui s'engagent autant que lui. Et l'autre truc qui me questionne, c'est pourquoi il n'y en a pas qui apprennent de leurs erreurs, quoi. Je vais vous citer un joueur, Baptiste Pesanti, il passe 33 minutes sur le terrain et il fait des fautes, mais plus grosses que lui, quoi. Je veux dire, c'est une machine à pénalité. On le sait, ça fait des saisons que ça dure, ça fait des mois et des semaines que ça dure. Et il continue, enfin, je sais pas, un croc en jambe, quoi. Tu fais ça en série, quoi. Mais tu fais pas ça en top 14 quand ton. C'est ce qu'a fait Macalou en Champions. Quand ton club, des fautes comme Macalou, les gars. Enfin, moi j'ai une affection particulière pour le Stade Français. Ça me fait chier de voir ce club dans cet état-là, quoi. T'es en difficulté, avec des mecs, tu fais rien pour. T'as l'impression que tu provoques. Tu te flingues. Tu provoques les mauvaises situations. Moi, si j'étais Laurent Labitte, mais les mecs, j'aurais envie de les écharper, quoi. Vous avez pas le droit de faire ça, les gars. C'est pas possible. C'est quand même pas dur de ne pas le faire, quoi. On parlera tout à l'heure d'autres comportements, notamment à La Rochelle, mais moi, c'est des comportements pareils, ça me rend fou, quoi. Quand tu vois que ton club est dans une situation pareille. Enfin, moi j'ai déjà joué avec des mecs qui prennent des cartons rouges qui limite en sont fiers, mais t'as envie de l'emplâtrer, de le mettre au plafond, le gars, quoi. C'est pas possible d'avoir des comportements pareils, quoi. Mais je pense que juste, j'en sais rien, mais peut-être que c'est des équipes qui sont tellement en difficulté, tellement sous pression, etc., qui font des gestes, qui perdent de maîtrise, et en fait c'est un cercle vicieux. Ouais. Parce que tu as tellement envie de te rattraper, tellement envie de bien faire, que tu mets des excès d'engagement et tu le fais mal. Derrière, tu te fais pénaliser, tu prends des cartons, tu te mets encore plus en galère, etc. Et ce sont surtout des équipes qui ne sont pas préparées à être 13e à la 14e journée. Donc forcément, tu fais des erreurs parce que tu manques de maîtrise. Ouais. Tu stresses, entre guillemets, parce que tu as peur de faire la bêtise qui va aggraver la situation. Ça me rappelle Montpellier la saison dernière. Au final, le Stade Français, quand même, est 2e du top 14 la saison dernière. Et à 2 doigts d'être en finale du top 14. Et tu as plein de joueurs qui étaient là déjà la saison dernière, qui gagnaient, qui étaient la meilleure équipe à l'extérieur, qui gagnaient beaucoup à domicile, qui gagnaient 3 matchs sur 4, ils les gagnaient. Et là, cette année, plus rien ne fonctionne. Et il faut se mettre à mission commando pour se maintenir. Et je pense que c'est compliqué de basculer. Pour revenir sur la saison dernière, moi-même, je n'ai toujours pas compris, et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs dans cette situation, comment ils ont réussi à faire ce parcours avec ce qu'on voyait sur le terrain. Bah si, justement, justement, je vais te contredire. Moi je pense que justement, eux ont compris, en fait. Nous, on n'a peut-être pas compris, certains n'ont peut-être pas compris, mais eux, ils ont compris comment ça fonctionnait la saison dernière. Une énorme défense, un gros jeu au pied et de la conquête. Et comme Montpellier cette année. Mais sauf que cette année, si tu regardes leur jeu derrière, ça balbutie leur rugby terriblement. Et on a l'impression, et je l'ai déjà dit dans cette émission plusieurs fois, que le plan de jeu, la philosophie du rugby, c'est pas la bonne pour eux. Ils arrivent pas à s'adapter. Carbonel, qui est censé être le maestro, est trop dans un doute. Il n'arrive pas à mettre les siens dans de bonnes conditions. Ce qui fait que toute la ligne arrière doute, ce qui fait que le collectif doute, et en fait, t'es pas dans une bonne dynamique, et ce sur quoi tu t'appuyais l'année dernière, où t'étais très fort, où t'étais conquérant, etc., mais cette année, t'arrives pas à le faire. Donc ils n'ont pas le rugby qui leur convient, quoi. Ils n'ont pas le rugby qui leur convient, et alors on en pense ce qu'on en veut, ils sont pas sexy, ok, mais la charnière cocotte second,
Pour le Stade français, mais pour le Stade français, pour le style de jeu je suis complètement d'accord. C'était la charnière parfaite. T'avais Second qui t'envoyait des coups de pied de 60 mètres, Cocotte qui gérait. Alors oui, il est détestable sur le terrain, mais quand il est contre toi, c'est une équipe chiante à jouer. Oui, c'était. Sauf que voilà, c'est ce qu'il faut pour le top 14. Oui, bien sûr. Voilà. Quand t'es pas le Stade Toulousain ou Bordeaux. Tu joues avec tes excuse-moi, oui. Non, mais tu joues avec tes forces et eux gérer. Et là, j'ai l'impression, encore une fois, j'ai vu Brad Weber, voilà, qui était un des plus mauvais Parisiens contre Bordeaux, Louis Carbonel qui est en difficulté depuis son arrivée. Et ce sont des mecs qui sont devenus numéro 1 à des postes clés et les postes qui étaient les plus importants quasiment au Stade français la semaine dernière. Alors dès que ça fonctionne pas, là, tout se délite et tu plonges. Je te prends un exemple. Ça va être très dur. Excuse-moi, ça va être très dur de relever la pente parce que c'est à des postes où il n'y a pas énormément de profondeur. Ils ont prêté Jules Gimbert à Nice. En neuf, ils ont dès qu'il y a un blessé, ils se retrouvent avec des jeunes, certes qui sont talentueux, mais de 19 ans, Motassi ou 18 ans, Blum qui a joué à Toulouse. C'est dur quoi. Je te prends un exemple par l'homme. Foursan-Bourdette qui est arrivé, mais qui joue très peu. Il faut pas trop confiance. Je te prends un exemple par l'homme. Jérémy Ward. La saison dernière, on se posait la question de savoir si on ne devait pas le mettre dans l'équipe type des meilleurs centres, de l'équipe type du top 14 cette saison. Il est transparent. Alors il y en a qui vont me dire est-ce qu'il n'était pas en sur-régime, machin, etc. Peut-être. Mais en tout cas, quand tu vois la saison qu'il fait la saison dernière et cette saison, pour moi c'est le visage du Stade français. C'est-à-dire que ça va plus du tout. Hier il y a une action, je crois que c'est sur l'essai de... Oui, même s'il marque, c'est sur l'essai du Berthier, oui. Mais... c'est pas le même joueur que la saison dernière et il semble égaré comme tout le collectif parisien. Et c'est dommage parce que si t'es supporter parisien, ça va tellement être frustrant. T'as des mecs comme Macalou qui sont monstrueux, un mec comme Carbonel, je suis désolé, c'est pas une trompette, il a montré à plusieurs reprises que c'était un joueur talentueux. Il y a pas mal de mecs, un mec comme Joe Marchand. Et après, c'est une mêlée, normalement c'est l'une des meilleures mêlées. C'est l'une des meilleures mêlées. 14, mais t'as aussi, ça a été souligné dans le journal Midi Olympique sur Ibirama, le recrutement aussi, il était dernier et pour l'instant porte pas ses fruits. Tanga qui est pas à son meilleur niveau, Costa Sorti on en parle beaucoup mais qui joue pas, Carbonel qui est pas bon, t'as aussi perdu de mecs importants et t'as des mecs qui sont arrivés qui sont pas à leur meilleur niveau, donc forcément la mayonnaise elle a pas pris, elle a tourné même, elle sent pas bon. J'ai pas l'impression aussi qu'il y ait un mec au-dessus de tout le monde et qui est capable de te... Tu vois, on parle de... Je sais pas, je dis ils ont pas besoin, Bordeaux, mais un mec comme Biel Biarré, des mecs comme ça, des mecs vraiment talentueux, capables des game changers. Mais j'ai pas l'impression qu'ils en ont. J'ai l'impression que Macalou peut le faire à certains moments, mais là il est pas dans une passe fabuleuse et ça peut t'aider dans des moments de difficulté comme ça. Comme on le dit, le déplacement à Vannes... mais il est vital. Parce que Vannes, ils ont vu le match aussi, Stade français Bordeaux, je pense. Donc, ils vont commencer le match, on va dire, c'est notre dernier espoir. Je sais pas, ça va être probablement le plus intéressant la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, 3 semaines. Alors, j'ai pas vu les. Après le Toulouse-Montpellier, vu la. Non, mais en termes d'enjeu. En termes d'enjeu, tu pourras difficilement faire mieux. C'est le match de la Muerte, à moins d'avoir. 14e qui reçoit le 13e. D'avoir je sais pas, un Pau Perpignan. Non, t'as un Pau Clermont. C'est quoi le match du dimanche soir, c'est quoi? C'est Toulon-La Rochelle. Sexy. Toulon-La Rochelle, Bordeaux-Bègles-Lyon samedi soir. C'est bien, il y a un truc que je vais se remettre dans l'axe. De quoi? Non, mais La Rochelle va pouvoir se remettre dans l'axe. Après La Rochelle, il faudra voir l'équipe qui va envoyer parce qu'il y a les 2 semaines de Champions Cup aussi. Face à Baptiste Tout-Puissant. Donc 2 semaines de Champions Cup, vous me direz Toulon aussi a 2 semaines de Champions Cup, donc à voir comment les deux équipes s'en sortent. Et je pense qu'elles vont se qualifier, elles sont même parties pour se qualifier, mais il faut voir les équipes alignées. Donc voilà, en tout cas le Stade français à suivre, Vannes Stade français, parce que le Stade français en Champions Cup en plus c'est un peu compliqué. Donc ils reçoivent Northampton et et alors aussi, ils vont en Afrique du Sud la semaine avant Vannes. Donc à voir l'équipe qui va envoyer en Afrique du Sud. Waouh. Mais ça. Motassi capitaine. Ça peut être très très bizarre, mais bon. Messieurs, on va passer au 15 de la semaine avec jeune Toulousain qui est là, Lucas Vignière. On va en parler. On va parler aussi des Rochelais. Simon a envie de parler des Rochelais un peu. Bien sûr. Vas-y. Non, tu disais que Lucas Vignière allait être là. Non, il est pas là, il était à La Rochelle. Il est là, il est avec nous. On aimerait le recevoir. Les moyens techniques de faire une vidéo quand même, les mecs. Oui. Après, là, à minuit 20, je pense qu'il est au ça y est, il dort là. Après,
Il dort, ou alors il revisionne pour la millième fois son cul sur Winnie Antonio. Je suis à sa place, je suis devant mon téléphone, je regarde le. Moi, je crée un poster animé. Tu dois te dans ma sentir chambre. Un surhomme. J'ai mis un cul à Winnie Antonio. Moi, personnellement, Incroyable. ça m'arrive, je Même m'arrête, si je râle le ballon. Même s'il Non, glisse, c'est bon. Antonio, Merci, même bonne soirée. s'il tombe et tout ça, Au tu staff, poses le ballon, tu sortez-moi, dis, c'est bon, sortez-moi, je veux sortir sur c'est bon. Et je sors, j'applaudis le stade. J'arrête le rugby, hein. Rien à foutre. Ça m'a fait trop rire, j'ai vu des commentaires sur Hugues Germain qui disaient il a mis un cul parce que Winnie Antonio voulait pas lui faire mal. Si Toulouse à toi avait pu avoir la même mentalité, C'est clair. ça nous aurait aidé sur le match. Ah bon. Non mais Lucas Vignères, alors on va pas faire 10 minutes sur Lucas C'est le Vignères. symbole. On va pas se mentir, on connaît très peu. Forcément, comme beaucoup de joueurs toulousains, on les connaissait pas beaucoup. Alors nous on connaît très peu, toi je pense que tu connais toute sa vie. Oui, il est né le 10 juillet. En plus, je crois que j'ai vu, ça a déconné, je crois que j'ai vu, il est né en juillet. Je veux pas qu'on croit ça, mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il est né en juillet, mais je sais pas du tout le Parce jour. que regardez, C'était pour la Vous blague. avez fait un très bon papier sur les petits jeux. Ouais, c'est pas j'ai lui, vu. c'est pas lui, c'est Non, pas lui. c'est Théophile, Ouais, c'est Théophile et Loïc. Théophile J'ai et vu. Loïc, ouais. Ils sont bien filés. On a vraiment un bon. Sachez que Ah, Vincent regarde le match de tous les espoirs, Ça de bosse, tous hein. les Et Français. d'ailleurs, Lucas Vignères, qui a les été équipes. championne de France l'année dernière, avec une finale qui s'est jouée à Grouillé dans le Tarn. Je sais pas si. Pourquoi je sais pas si vous connaissez. pourquoi- Ah oui, d'accord. Non, alors on voulait parler, bon forcément on va faire quelques minutes sur cette équipe jeunesse. toulousaine, parce que jeunesse. ça a été un peu l'attractivité de la semaine. L'attraction. L'attraction. Voilà, Waouh. l'attractivité. Oh. Moscar. Ouais, c'est tard. Non mais cette équipe toulousaine a été l'attraction de cette fin de On en a semaine, beaucoup puisque parlé. on s'y attendait à Bien sûr. un énorme turnover, on pensait presque pas autant. Parce que voilà, il y a eu 4 joueurs sur les 23 qui ont joué leur premier match de top 14. Il y en avait un comme Simon Darroch, le demi-mêlée, Deuxième. qui avait qu'un seul match top 14 dans les pattes. Valentin Delpi, le 10, qui a fait un match exceptionnel à La Rochelle, qui n'en Ouais. avait que 2. Ancien Blagnaquet. Troisième, ancien Blagnaquet. Et au final, cette jeunesse toulousaine encadrée par quelques hommes très jeunes, hein, mais qui paraissaient très expérimentés à côté d'eux. Et Cyril Bay. Voilà, et Cyril Bay, El Papa. qui était capitaine. Non, mais sans Cyril Bay, voilà, les 14 autres titulaires avaient une moyenne d'âge de 21 ans au coup d'envoi contre La Rochelle. Et c'est à C'est 10 incroyable. secondes de faire match nul à De Flandre. Non, mais c'est incroyable. C'est exceptionnel. La stat qui est encore plus folle, c'est ce que tu disais, ce que tu as écrit sur le nombre de matchs. Voilà. Le nombre de matchs. Alors, Bay- Bay 197, je plus crois. non, Oui, Bay c'est 200. 180. Non, c'est Ah, ça. Et les autres, et les 14 210, autres, 210 à peu près, j'ai souvenir. 210, un truc comme ça. Ouais. t'imagines? Non, mais à lui seul, il a quasiment autant de Que les autant de 14 matchs que tous les Et autres. d'ailleurs, Cyril Bay, C'est incroyable. je suppose, il a lu notre Et papier. attends, parce qu'il y a des mecs comme Brennan et tout qui ont 80 matchs. Hein. Et oui, bien sûr. Ah oui, non, mais. C'est énorme. non, en fait, t'avais Brennan, Tewan Tamak et Paul Coste. Ouais, donc qui, ça joue, ça. aidait vachement. Ah oui, mais parce oui. qu'ils faisaient à eux deux, à 3, 120 ou 130 Ah bah matchs. oui. Ah oui, oui. Parce tu que m'étonnes. sinon, Ah non, tu c'est- partais. c'était Voilà. énorme. C'était Mais ouais, incroyable. donc pour rebondir sur ce que tu disais, le côté attraction, moi c'est vraiment, et je l'ai ressenti sur les réseaux sociaux, en commentaire sur le site aussi, etc. J'ai senti que c'était vraiment, c'est ça qui rendait le match intéressant presque. Oui. Alors le match aurait été évidemment très très intéressant si Toulouse avait mis la très grosse équipe, mais ce côté détaché, Hugo Mola qui presque, bon ben, dans tous les cas on en sortira gagnant puisque Ah oui, bien sûr. si on fait un bon match ben, on dira que voilà, et si on a perdu ben, c'était C'était si on normal. perd c'est largement normal. ben, c'était normal. Ben, franchement, ces jeunes-là, mais ils se sont envoyés terribles. Je les ai trouvés d'un culot fou, de rien à perdre. Devant eux, il y avait des Aldrid, des Antonio, des Botia, Ah ouais. des Boudéan. Kerbarlo. Enfin, il y avait des monstres en face. Des doubles champions d'Europe. Et bah oui, il y en avait beaucoup. Et ils se sont envoyés. tout ça. Il y avait une cohésion d'équipe que j'ai trouvé complètement magnifique. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, mine de rien, un espoir, Oui, etc. Ils se connaissent. Même si devant, moi, Cyril Bay, il n'a pas forcément l'habitude de jouer avec Non. Hawks ou voilà, par exemple. Mais je les ai trouvés tellement libérés, tellement de panache. Je discutais avec un joueur cet après-midi qui me disait que ben voilà, on leur avait dit toute la semaine de jouer libéré, de ne pas avoir peur, de s'envoyer et que ben, ils allaient s'en sortir. Ben, ils s'en sont super bien sortis. Et La Rochelle gagne sur une pénalité à la dernière minute sur la sirène d'Astoy. Sur une faute on- bête on- de Paul Coste. Hein. Complètement. On l'a vu à la fin avec leur chant, je ne me rappelle plus le nom. Patia, Ah, le bah, Patia. voilà. Le Patia, On avait ouais. l'impression qu'ils avaient gagné. Ils étaient tous Oui, oui, heureux. bien sûr. Ouais. Vraiment, ils sortent d'un match comme ça, tous le sourire aux lèvres. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et hier, devant ma télé, j'étais là, mais
purée, il faut que d'autres clubs fassent ça, il faut que d'autres clubs envoient des jeunes, tentent des coups comme ça, qu'on voit des nouveaux visages, que des mecs s'envoient, qu'ils se montrent, qu'il y ait des nouveaux noms, un peu de fraîcheur quoi. Et hier c'est vraiment ce qui a caractérisé ce match pour moi. Bon, La Rochelle, pour moi j'en attendais tellement plus, j'étais ultra déçu de ce qu'ils ont produit, même si on va me dire que Toulouse a fait le match qu'il fallait, du moins dans l'envie, etc. Mais je suis désolé. De La Rochelle, j'en attendais beaucoup plus. Pour moi, c'est eux qui devaient créer le jeu, etc. Qui devaient... Au moins beaucoup plus de maîtrise. De maîtrise, de réalisme. Enfin, voilà, j'étais autant déçu de La Rochelle que heureux de voir la jeunesse toulousaine s'affirmer comme ça. Et j'avoue que hier dans mon canapé, j'ai eu un petit vent de fraîcheur et j'étais super content de voir cette jeunesse toulousaine briller. C'est surtout que oui, La Rochelle a manqué complètement de maîtrise parce que bon, l'équipe, oui, il y avait certains cadres, mais l'équipe, ces jeunes, ils pouvaient s'envoyer si vraiment tu faisais le boulot et tu gardais la maîtrise, ça aurait craqué au bout d'un moment, comme ça a craqué quelquefois. C'est normal, physiquement, dans l'endurance, dans les répétitions de tâches, forcément tu es au-dessus. Un Paul Boudéan, un Grégoire Aldrit, en troisième ligne, ils seront forcément au-dessus et ils vont concasser le... Et même pas, La Rochelle n'a même pas réussi à faire ça, quoi. T'as l'impression qu'il n'y avait pas 3 temps de jeu sans qu'il y ait un en avant ou une faute ou... Pourtant, au début de match, j'avais peur parce que les Rochers dominaient vraiment les rucks. Ils grattaient des ballons et tout. Ils avaient du mal à sortir. C'est là où ça va être compliqué pour les jeunes de déblayer vraiment des mecs de 110, 120 kilos qui sont habitués à gratter. Et même pas, ils ont arrêté, ils ont même plus réussi à gratter des ballons. Au final, alors le bonus offensif n'était pas du tout mérité pour La Rochelle. Au final, ils l'ont pas eu. Mais la victoire tout juste, parce que le match nul, franchement, ça n'aurait pas du tout été volé entre les deux. Après, tu vois, Tristan, tu dis faudrait que d'autres équipes. Tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, c'est ça. Je suis complètement d'accord. D'autres équipes de top 14. Faut pas dire personne. En fait, il y a deux équipes qui avancent très fort. Déjà, faut pouvoir le faire. En gros, il y a 2 équipes qui peuvent le faire. C'est Toulouse et Bordeaux, parce que bon, bah là, voilà, ils ont de l'avance. Toulouse se déplace à La Rochelle avant un match hyper important de challenge, donc bon, quitte à faire tourner, ils font tourner complètement. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas se le permettre. Je pense quand même avec la tendance, avec les gifs et tout ça, moi en tout cas de ce que je vois, comme travaille Montpellier, il y a quand même dans les clubs maintenant des plans de succession. Les mecs font bien attention à leur réservoir de jeunes, ils identifient les talents, ils disent toi dans 3 ans tu seras à ce poste-là, tu prendras la succession d'un tel et tout ça. Donc il y a quand même du travail qui est fait. Après moi de l'extérieur, ce que je n'arrive pas à expliquer, ce qui me laisse vraiment sans voix, c'est comment le Stade Toulousain réussit à faire flipper tout le top 14 avec ces gamins, quoi. Tous les week-ends, on commande des compositions d'équipe. On voit bien que dès qu'il manque 2, 3, 4, 5 joueurs, on se dit c'est bon, ils vont en prendre 40, un tel et ils vont en prendre 40. Et c'est souvent ce qui arrive. Et c'est souvent ce qui arrive. Et là, le Stade Toulousain, en fait, avec leur sale gosse ultra talentueux, ils avaient déjà fait le coup l'année dernière à Clermont avec un match qui était incroyable. Mais ces mecs-là arrivent à faire flipper tout le top 14. Et c'est vrai que dans la situation des Rochelais, je pense que c'était pas un match facile à aborder parce que bon, on sait que La Rochelle en ce moment c'est très décevant, voilà, parce que moi je les ai vus jouer à Montpellier pour le 16-0, alors que dans des conditions qui pourtant les favorisaient, c'était très très décevant en termes de jeu. Pas de vitesse, peu de déplacement, pas d'incertitude. On a l'impression vraiment qu'ils sont pas à l'aise dans leur rugby, truc de dingue. Donc je pense que... Et quand tu reçois les U16 du Stade Toulousain, et qu'en plus tu célèbres ton 100e match, ton 100e guichet fermé à domicile, que c'est soir de fête, tu te dis, bon les gars, là il va falloir qu'on leur roule dessus. Mais en fait, il se passe pas du tout ça. Donc... Mais après, je vous rejoins sur le fait que, à mon sens, ils ont manqué de maîtrise et ils n'ont pas fait les choses. Moi, je crois pas. Ils n'ont pas fait les choses dans l'ordre, quoi. Final, parce que normalement, tu le tournes comme tu veux. Aussi talentueux, les gamins ils auraient dû quand même subir la loi de mecs qui auraient dû évoluer à leur niveau. Parce seulement, il y a plein de gars qui sont pas à leur niveau. Que malgré la prestation plus que mitigée des Rochelais, tu as quand même 19-9 à l'heure de jeu, bonus offensif en poche. Tu te dis, ça joue pas très bien, mais allez, si ça fait le boulot. Et au final, ils prennent un ballon porté, un drop, parce que des mecs, t'as l'impression qu'ils ont déjà 100 matchs de top 14 dans les pattes, et les mecs d'une sérénité. Delphi, il a tout fait, 100% au pied, 50-22, drop. Bon, le mec qui était dans son jardin, t'avais l'impression que ça fait 5 ans qu'il était titulaire indiscutable à Toulouse. Et au final, ils se font quand même remonter, quoi. Alors que, oui, ça
ça n'a pas bien joué tout le match, La Rochelle. Mais il y a quand même 10 points d'avance et ils se sont fait vraiment remonter par cette équipe. Ouais. Certes, avec des Marchands, Gelon, De Libre qui étaient rentrés. Et aussi, je voulais revenir, c'est que tu as la jeunesse, mais tu as aussi des trucs. Capozzo qui rentre à la mêlée. Et qui fait un super match. Il fait un super match. Une demi-heure à la mêlée. Incroyable. Avec des sorties de camp. Il trouvait des touches de 50 mètres. Je sais pas comment c'est possible. Mais les mecs. C'est un match de fou. Ouais, mais les mecs, c'est la confiance. En fait, c'est ce que je voulais dire. C'est quel que soit le poste. Pour moi, il y a deux facteurs. Il y a une confiance de fou qui est dans le groupe, quoi. Pour moi, il y a deux facteurs. Pour rebondir sur ce que dit Simon, le côté La Rochelle, il y a des minots qui arrivent, on doit leur rouler dessus. Moi, je pense que justement, les mecs, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont une pression de zinzin parce que 100e match, guichet fermé. Toulouse envoie les cadets, ils ont une pression de fou parce que s'ils perdent là, c'est la honte. C'est la honte. C'était pas un match facile à aborder pour eux. Et je dis même si ils gagnent, bon là ils ont gagné à Danson, même si tu gagnes de 5-6 points, on va quand même dire, comme on disait, qu'il y avait 19-9 points, c'est pareil. 3 points, 7 points, c'est pareil. Non, mais 19-16, tu vois, s'ils avaient gagné 19-16 ou un truc comme ça, on aurait dit ouais, ok, ils ont gagné, mais t'as vu le match qu'ils ont sorti. En fait, ils avaient vraiment tout à perdre, La Rochelle. Et je pense que dès la mi-temps, ils ont dit. C'est typiquement le match qu'on voulait pas, quoi. On est face à une équipe qui s'accroche, nous on n'arrive pas à faire 3 passes. Ah là ça nous pas au nez déjà de gagner moche, on va être obligé de faire ça parce qu'on pourra pas sauver les meubles. Alors, et si jamais on se fait égaliser ou si on perd, alors là c'est la honte absolue et c'est ce qui a failli arriver. Et puis surtout, je pense que ces gamins toulousains, ils en ont rien à faire de qui y a, c'est leur match. Mais déjà, ils jouaient tous ensemble, ils avaient qu'une envie, c'était envoyer du jeu, montrer à tous les gens de Valeurs Télé que eux aussi ils pouvaient faire des choses. On parle souvent de l'ADN toulousain, etc. Je suis désolé, mais hier on l'a vu, pas forcément dans le jeu, mais dans le côté impétueux, dans le côté relâché. C'est des mecs qui s'en foutent. Ouais, c'est ça, ils s'en foutent en fait. Et je pense que c'est le message qu'a dû leur faire passer moi là. Les gars, vous avez 20 balais, vous avez absolument rien à perdre. Envoyez-vous, faites-vous plaisir, etc. Et le problème, c'est que quand tu joues contre une équipe comme ça et qu'au score ils te tiennent, au fur et à mesure du match, t'es dans ils te passent devant et au fur et à mesure du match, t'es dans le doute. Et si en plus, sur le banc, t'as des mecs comme Gelon, comme Marchand, etc., les mecs sur le terrain, ils doivent se dire le banc toulousain était très rigolo. Je pense que Carvalho, il a dû aller voir Adrit. Là, c'est la merde. Là, il y a Gelon, Chaldrit et tout, Gelon, Marchand et tout qui rentrent. On n'est pas bien du tout là. Donc, au fur et à mesure, parce que si au bout de 20 minutes, il y a 25-0, je pense qu'on ne tient pas le même discours. Ah non, mais pas du tout. Mais le problème, c'est que Toulouse, ils ont les dents par terre, ils rayent le parquet, et donc ça tient. La Rochelle dans le doute, et c'est comme ça que tu te fous dans la nasse. Tu te fous dans la nasse complet et du coup mais moi vraiment on va faire un focus sur La Rochelle ou pas? Oui après non on reste sur Toulouse, on va essayer d'avoir un exposé bien je pense qu'on va faire je voulais mettre une pièce sur La Rochelle parce que je voulais une analyse sur le geste de Touloulatou mais je voulais mettre une pièce moi je suis non mais là non mais là les gars, on est tous d'accord. Mais non mais je suis désolé. Alors ne vous inquiétez pas. Déjà on va pas se mentir, c'est quand même un habitué. C'est comme ces joueurs, comme je le disais tout à l'heure sur Baptiste Pejean. Je suis d'accord. Ces joueurs, je suis désolé, ils sont chiants à force. Il a été habitué au Stade Français. C'est chiant. Il a été habitué au Stade Français. Je veux dire, c'est pas son premier, il est pas son premier coup quoi. Non, je suis d'accord. Non mais je dis pas qu'il a pris 5 ou 6 cartons rouges. Je crois qu'en 2022, il prend 11 semaines sur un Champions Cup. Non mais à La Rochelle, son premier carton. Oui. Voilà, c'est son premier carton qu'il a à La Rochelle. T'as le droit de prendre des cartons, etc. Mais là, en fait, à part faire mal, je comprends pas l'intérêt. T'arrives sur le côté, Darroch, il est en train de gratter, mais il est quasiment... Il y a touche. Oui. Donc il risquerait. Il peut tout lui péter. Il lui pète les fait 50 kilos, l'autre il en fait 110, il arrive à 20 cm du gazon là, en planche. Ça, à la limite, lancé comme un missile là. Ça, à la limite, pour moi, le fait qu'il fasse 50 kilos, c'est pas un argument. La faute, il l'a fait sur un mec qui fait 110 kilos, c'est la même chose. Je ne comprends. En fait, j'aimerais juste parler avec lui à la fin du match et lui dire qu'est-ce que tu as voulu faire. C'est-à-dire que tu voulais obtenir quoi en faisant ça? Il va te dire, je voulais déblayer. Je pense que c'est un manque de maîtrise complet. Mais il déblaye même pas, il se jette à l'épaule. Oui, mais ça fait partie de la maîtrise. C'est le geste qui est pas maîtrisé en fait. C'est juste, il s'est pas dit putain le genou de ce mec, vas-y, je lui fais le croisé. Il est juste sur le coup, je sais pas si, mais sur le coup, il s'est dit voilà, manque de lucidité, manque de maîtrise. Trop d'engagement. Il est allé, il a pris tout son poids sur un mec pour le déblayer, complètement sur le côté, dangereux, voilà, comme les plaquages à les bras, tout ça qu'il fait parfois. C'est un manque de maîtrise complet. Mais l'explication de ça touche l'épaule.
Ouais, je sais pas s'il aura une explication lui-même rationnelle, quoi. J'imagine que non, mais lui il va te dire, il va te dire, écoutez, j'ai pas maîtrisé mon geste, je m'excuse, mais après, est-ce qu'il s'est excusé à voir ce que va faire la LNR. Il est allé voir Simon Larocque, il s'est excusé à la fin du match. Très bien. Normal, mais je veux dire, s'il avait pété les croisés, il se serait excusé aussi. Mais bon, le Gonz, il en a pour 10 mois, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, oui, bien sûr. C'est très bien de s'excuser. Oui, je dis pas, ça aurait été regrettable qu'il ne le fasse pas. Bon, s'excuser, oui, mais si tu lui pètes le genou, le Gonz, tu peux t'excuser. Bien sûr. En fait, moi, ce qui me saoule au-delà de ça, bon, déjà, le geste pour moi est scandaleux. Ça n'a rien à faire sur un terrain de rugby. Et je répète, je comprends pas l'intérêt. Faire la LNR. Et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est ça. Il a pris carton jaune. À voir, parce que peut-être que la LNR va aller dans le sens de l'arbitre. Il va pas être cité, tu penses? Toi, ton avis? Je pense qu'on pourrait être désagréablement surpris. Parce que dans les faits, je pense que l'arbitre a appliqué la règle vraiment à la lettre. Mais j'espère, oui. Mais voilà, et si la LNR suit ça, ça me surprendrait pas du tout qu'il soit cité, qu'il prenne 3-4 semaines, ça me surprendrait pas. Mais pour moi, il y a carton rouge. Parce qu'il faut aller dans ce sens-là. Au bout d'un moment, tu peux pas accepter ce geste, même si ça touche l'épaule en premier, et tout le poids est sur le genou et tout. Mais je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on tend vers un truc où j'ai l'impression que l'intégrité des joueurs, elle est en train de... Ah, faut pas avoir tout noir non plus. Aldrit est allé voir l'arbitre là. Je suis désolé, l'intégrité physique du joueur, elle est clairement en cause là. Je suis d'accord. Et il y a 2 semaines à La Rochelle-Clermont, on se rappelle tous du plaquage de Teddy Thomas, où tu te demandes comment il n'y a pas carton rouge. Une semaine après, le mec il prend 4 semaines de suspension. Sauf qu'en plus de l'intégrité physique, il y a les matchs aussi. Vraiment, si Teddy Thomas il prend rouge à l'heure de jeu contre Clermont, peut-être que la fin du match elle est pas pareille, tu vois. Donc mais là c'est pareil. Voilà, peut-être que ce sera pareil. Et au bout d'un moment, il faudra aussi dire, toutes les 2 semaines, il ne va pas y avoir une décision arbitrale qui déjugée dans la commission de discipline, parce qu'au bout d'un moment, faut aussi respecter les règles. La commission de discipline ne peut pas tous les mardis matins dire ah non, ça il s'est trompé, on va mettre rouge, on va le convoquer. Bah moi je prends les bonnes décisions sur le terrain. Bah aussi. Oui, d'accord, je suis d'accord, mais moi je préfère quand même que on fasse pas 2 erreurs. C'est-à-dire que déjà on fait peut-être une erreur en lui mettant juste un carton jaune. Si en plus derrière on le cite pas et qu'on le sanctionne pas, ça fait 2 erreurs. Et on en a beaucoup parlé aussi. Il y a un monsieur qui a mis une pièce qui pèse beaucoup plus que nous. Quand t'as Antoine Dupont qui Je pense que ça a un impact ça. Ah oui. Auprès de la LNR, je parle, auprès de la LNR. De l'image du grand public, oui, évidemment. Ça a fait la une de chez nos mais partout. Sur nos médias. Mais ça a fait la une partout. C'est pas ça. La LNR, ça reste quand même des humains qui décident. Oui. Quand t'as Antoine Dupont, le meilleur joueur français de loin, ce qui représente, qui met une pièce, tu te dis, parce que le mec qui a pas vu le match La Rochelle-Toulouse, à 23h30, il voit Antoine Dupont qui fait ça, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il regarde ce qui s'est passé à La Rochelle-Toulouse. Il va taper sur Google. Bien sûr que oui. Alors que si Dupont met rien, si t'as pas vu le match, qui était un repas de famille ou ce que tu veux, le dimanche matin, tu dis j'ai loupé, 22-19, ils ont pas bien joué, bon, je m'en fous, je regarde pas. Là, le mec, tu dis attends, il parle de quoi? Tu vois, et c'est obligatoire. Il y a une tendance quand même qui m'interpelle, c'est que moi, au fil des semaines et depuis le début de la saison, je trouve qu'il y a un vrai problème au niveau de la hauteur des plaquages. Je trouve que les mecs ne cherchent plus à aller plaquer bas. Mais t'as toujours 70% du temps, les mecs vont chercher le gars au moins au ballon, si ce n'est à l'épaule. Et c'est le problème qu'ont les joueurs, je pense, c'est la dangerosité des passes après contact aussi. C'est qu'en fait, on leur demande ça parce que si tu plaques vraiment aujourd'hui, tu as des mecs tellement au-dessus techniquement que si tu les plaques vraiment aux jambes, il va te lever le ballon et en fait, tu vas jamais réussir à avoir... Après, ça en fait des cartons, parce que je vois plus les mecs avoir le réflexe de se baisser. Je suis d'accord. Je vois même des mecs qui restent plantés sur leurs jambes... 2-3 secondes avant l'impact et qui font même pas l'effort de se on a baisser. habitué les mecs pendant des années au plaquage à 2 pour éviter les passes après contact. C'est qu'à chaque plaquage tu prends un risque. C'est que l'épaule elle est à 20 cm de la tête quoi. C'est à 20 cm là où tu prends rouge ou tu prends rien. Donc c'est ça qui est compliqué. Vous voulez parler rapidement de La Rochelle parce qu'on dure donc. Oui, on va parler un peu 5 minutes de La Rochelle, ouais. C'est quoi tu voulais le jeu, le comportement Bon le jeu on en a parlé. C'est vrai que La Rochelle, ça fait pas rêver en ce moment. Non, il y a un truc qui m'a dérangé. Moi, j'ai pas aimé le comportement de certains Rochelais qui, je trouve, ont manqué de classe, quoi. Ont manqué de classe parce qu'ils ont voulu jouer l'intimidation face à des jeunes joueurs. Et je trouve que quand tu es un joueur de cette classe-là, que tu es international, faut dire même si t'as pas énormément de sélection, faut dire des noms. Que tu joues en 3e ligne, que tu as participé à la tournée en Argentine,
que tu t'y es illustré de façon assez triste, ou encore que tu joues de l'autre côté de la 3e lignelle et que tu as réalisé un match fantastique contre l'Argentine. C'est bon, compris. On les a. Et ben, je trouve que quand tu es des joueurs de ce calibre-là, que voilà, je trouve ça pas super classe de filer des coups. Alors je sais, c'est le rugby, hein, c'est le jeu. Tous les dimanches, tous les week-ends, c'est un peu toujours le même jeu, quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu bas, en fait, d'essayer d'intimider par des gestes assez moches, des coups au sol, des coups d'épaule, tout ça. Le coup de tête qu'il fait sur Delpi, il le fait à Dupont, tu penses? Je pense pas, mais s'il le fait à Dupont, déjà lui, il s'assomme. Donc forcément après moi ça qui me dérange là, pour le coup je parlais je mettais de côté la jeunesse sur la faute de Latou, le poids de Darroch, la jeunesse, etc. Là pour le coup c'est totalement de la jeunesse, c'est totalement de l'intimidation sur la jeunesse. On sentait Delpi visé. Je pense que ça démontre aussi que les Rochelais se sont dit attends, ces mecs il faut qu'on essaye de les avoir par autre chose. Les mecs en termes de rugby on n'est pas bon. Il a pas fait que sur Delpi, je crois. Quel aveu de faiblesse. Mais quel aveu de faiblesse, c'est terrible. Mais au bout d'un moment t'es dans l'équipe, j'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais tu te dis comment on va essayer de les faire déjouer? Forcément, Jégou, oui, Delpi c'est le buteur, c'est le mec qui te fout un 50-22 dans la gueule. Bon, c'était avant le drop et tout, mais tu te dis, si le 10, tu le sors du match ou tu l'énerves un peu, et c'est Delpi aussi qui prend le coup d'épaule de Boudéan. Donc en fait, tu sens Delpi aussi, il savait qu'il fallait un peu faire déjouer pour peut-être qu'il fasse une bêtise, un coup de pied loupé et tout ça. Ça prouve aussi que La Rochelle a douté et en est venu à trouver des solutions hors rugby, propres au rugby, pour essayer de faire déjouer, ce qui n'a même pas fonctionné d'ailleurs. Parce que Delpi, 10 minutes après, il a claqué un drop et il les regardait en souriant. Bon, Delpi, il peut leur faire un bisou. Hein. Non, mais voilà, et c'est surtout, je pense, ça démontre le côté manque de maîtrise de La Rochelle, qui a essayé autre chose que le rugby pour gagner. Et qui a gagné au final sans développer un beau rugby. Ça démontre juste ça, parce que je pense que Boudéan, Jégou, c'est pas des mauvais mecs. Non, je pense pas. T'as des mecs qui sont des provocateurs nés. Tu les connais? Non, mais je pense pas que ce soit des. J'ai pas l'impression que ce soit des méchants, des foncièrement méchants. Il y a des mecs, c'est leur jeu, c'est des provocateurs nés. Eux, je les ai jamais vus trop faire ça. Sur les autres matchs, on les a jamais vus provoquer d'autres adversaires. Ou alors faire des gestes comme ça. Non, mais moi, je pense que ça démontre juste la crainte, la peur quand il est Rochelais. C'est bon signe pour Toulouse, du coup. Ça a été bon signe, puisque voilà. Et je pense que, typiquement, t'es le manager de Toulouse, t'es dans le staff, tu vois les Rochelais jouer comme ça, qu'est-ce que tu dis aux mecs? Ils sont en plein doute. Et en plus, qu'est-ce que tu fais? Tu gueules à 10 mètres du mec du Rochelet, tu lui dis regarde, lui il est en train de sortir du match. Au final, c'est l'autre qui sort du match, c'est le Rochelet. Donc ça, on a déjà vu des mecs comme ça. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que les Rochelais ont eu quelques gestes déjà répréhensibles, parce que le coup de tête de Jégou. Mais en fait, je crois que c'est pas Bas, il va le voir et lui dit mais pourquoi vous regardez pas la vidéo? Le coup d'épaule de Boudéan, c'est pas sanctionnable. Oui, voilà. Non, mais en soi, le coup de tête de Jégou, coup de tête dans la tête au sol. Tu peux visionner. Et les jeunes, ils en ont pas fait des caisses, j'ai trouvé Delpi. Et tu sentais par contre les autres, les un peu plus vieux, les plus expérimentés, de suite. Regarde Brennan, la réaction à Jégou. Tu sentais qu'il y avait une sorte de cocon où tu avais les cadres, qui étaient vraiment dès que ça y allait. Mais sur Boudéan, c'est même Gelon, je crois. C'est Gelon ou autre qui y va, qui l'attrape, Coste et tout, qui dit qu'est-ce que tu fais, calme-toi et tout ça. Tu sentais qu'il y avait vraiment un truc de. Jouez pas au con, arrêtez de jouer au rugby et puis voilà. Et sur l'action de Latou, quand Darroch ce truc, je croyais qu'il l'a joué à l'ancienne, j'avais pas bien vu la première action et je pensais qu'il a joué un peu à l'ancienne, genre faut regarder la vidéo. Bon en fait il s'était complètement pété l'épaule. Mais apparemment c'est pas si grave que ça. En tout cas c'est ce qu'on a écrit aujourd'hui sur le plaquage, sur l'article sur le geste de Latou. Ouais, donc ce serait moins grave que prévu, mais bon on espère, ce serait triste quand même qu'il soit blessé, surtout de cette manière. Pas sûr que ce soit pas si grave que prévu. Je pense j'espère en tout cas que ça va pas très. Je pense que Darroch il pousse épais à la muscu et qu'il s'est bien renforcé ses épaules. J'espère en tout cas, et le genou est solide. Ah oui, le genou, parce que là ça peut péter le croisé. Là ça aurait été très triste. Ça aurait été triste. Franchement, messieurs, on a fait le tour. C'est bon, on a fait le tour. Ashraf, il est toujours dans la. Ah, c'est vrai, il fait le pouce. Ah non, il fait le pouce pour rassurer ses proches. Il rassure ses proches, Ashraf. Il fait le pouce. Comme les mecs qui sortent son civière. Tout va bien. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Ashraf. Prochain rendez-vous, retour de kick-off rugby jeudi. Voilà, avec, il me semble, Théophile ou Manon. Je sais plus. Alors, tu te trompes pas trop. Oui, bon, voilà. Non, mais il me semble que c'est Théophile.
Mais je bon, veux pas dire de le bêtises. Je crois que conducteur du c'était bus, mais bon, on vous dira. Je veux pas Non, dire c'est de Manon, bêtises. c'est Manon. C'est Manon. C'est Manon. Ok. Avec Paul, il me semble. Ok, bon, ben c'est Manon. Alors, info Tristan Fayet avec Paul. Info TF. Merci. Bien sûr, troisième mi-temps. Alors, troisième mi-temps, à partir de 20h30 dimanche prochain, puisqu'il y a Champions Cup, avec, on attend des gros matchs quand même le week-end prochain. Sharks Toulouse, Leinster ouais. La Rochelle. Ouais. Typiquement, les Rochelais, il va falloir qu'ils jouent un peu mieux. je crois. Ouf. Voilà. Ou alors des coups d'épaule à Van der Flier, Furlong. Ouais, tire à les filets, les coups d'épaule à Van der Flier, tout ça là. Non, mais tire à les filets à tous les tueurs là, du 15 de l'Irlande. On verra s'ils feront autant les beaux là. Non, mais voilà, Leinster La Rochelle, Toulouse Harlequins aussi à ne pas sous-estimer. J'attends Ou Basse le coup de tête Clermont. à Furlong. Hein. Ou Basse Clermont. Furlong, Ou Basse Clermont. Donc des beaux matchs. Et on sera là pour débriefer tout ça. Allez sur Rugby Rama comme d'habitude. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.